Mona Lisa disjoncte de William Gibson. Traduit de l'anglais par Laurent Kessy. Lu par Nicolas Germag. Pétale surnommait la ville Smoke. Kumiko frissonna sur le cuir rouge et froid. À travers la vitre de la vieille Jaguar, elle regarda la neige qui tombait pour fondre sur la route que Pétale appelait M4. La couleur avait déserté le ciel de la fin d'après-midi. Il conduisait en silence, concentré, les lèvres pincées comme s'il s'apprêtait à siffler. La circulation paraissait d'une fluidité ridicule à des yeux tokyoïtes. Ils doublèrent un véhicule de transport autonome Eurotrans, son avant arrondi, couvert de détecteurs et de rangées de phares. Malgré la vitesse de la Jaguar, Kumiko avait l'étrange impression de ne pas avancer. Les particules de Londres s'accumulèrent peu à peu autour d'elle. Des murs de briques humides, des arches de béton, des grilles en fer forgé noir. La ville commença à se dessiner sous son regard. Sortie de la M4, la Jaguar, arrêtée à une intersection, elle aperçut des visages à travers la neige, figures rougies de gaijin au-dessus d'habits sombres, mentons engoncés dans des écharpes, talons de femmes qui cliquetaient dans les flaques argentées. Les rangées de boutiques et de maisons lui rappelèrent les accessoires magnifiquement détaillés exposés autour d'une maquette de locomotive à Osaka, dans la galerie d'un vendeur d'antiquités européennes. Cela n'avait rien à voir avec Tokyo où l'on s'occupait, avec un soin maladif, de tout ce qui venait du passé. L'histoire y était devenue quantifiable et rare, classifiée par le gouvernement et préservée par des lois et des financements privés. Ici, elle semblait appartenir à la fibre même des choses, comme si la ville n'était qu'une unique excroissance de pierres et de briques, d'innombrables strates séculaires de messages et de sens, créées au fil du temps sous l'influence de l'ADN, désormais quasi indéchiffrable du commerce et de l'empire. « Faut excuser Swain. Désolé qu'il n'ait pas pu vous accueillir en personne, » dit l'homme nommé Pétale. Kumiko avait moins de mal avec son accent qu'avec sa façon de structurer ses phrases. Elle confondit d'abord ses excuses avec un ordre. Elle envisagea de faire appel au fantôme, mais renonça. « Swain » s'enquit-elle. « C'est chez Swain que je vais ?» Les yeux de Pétale la trouvèrent dans le rétroviseur. « Roger Swain. Votre père ne vous a rien dit ?»« Non. »« Ah !» Il hocha la tête. « Il semble évident que M. Yanaka fait très attention à la sécurité. Un homme de son rang. » Il poussa un profond soupir. « Désolé pour le chauffage. Le garage était censé avoir réglé le problème. »« Êtes-vous un des secrétaires de M. Swain ?» demanda-t-elle en s'adressant au bourrelet de chair mal rasé qui dépassait du col de l'épais manteau sombre. Son secrétaire. Il parut y réfléchir. « Non, » finit-il par répondre. Il leur fit traverser un rond-point, puis ils passèrent devant des stores métalliques luisants et l'afflux matinal de piétons. « Vous avez déjà mangé ? Ils vous ont donné à manger dans l'avion ? » Je n'avais pas faim. Consciente du masque de sa mère. « Il y aura de quoi chez Swain. Il adore la nourriture japonaise. » Il fit claquer sa langue d'une drôle de façon et lui rendit son regard. Elle laissa le sien se perdre au-delà, sur le baiser des flocons de neige et les essuie-glaces qui les effaçaient.